Ce soir, je suis très content. Pourquoi je suis très content? Je suis content parce qu'on va parler de moi. Pour une fois. Je trouvais que ces émissions ne parlaient pas assez de moi. Bon, dossier du soir. Je voulais parler de mon côté, de ma création à moi. Je trouvais que c'était le bon moment parce que, au fil des semaines, vous voyez que j'ai un avis assez tranché sur certaines choses, que je peux être très critique de certains sujets. Je peux dire ça c'est moche, ça c'est beau, ça c'est pas bien, ça c'est hyper critiquable. Donc je trouvais ça quand même bien que vous ayez connaissance de mon travail personnel, qui n'est pas exempt de critique. Mais aussi je voulais avoir un document dont j'ai tous les aspects de la création. C'est très rare que ce soit public parce que les making-of sont souvent des outils de communication plus que des outils techniques. Et en France, on a un petit manque de ce format de post-mortem que moi je pique des États-Unis. Moi je l'ai vu beaucoup dans des post-mortem de jeux vidéo en fait, où c'est vraiment une analyse technique de professionnel à professionnel pour faire avancer le média vers l'avant plutôt que retenir, plutôt que garder dans son coin ces petites avancées, ces petites techniques. Je trouve que c'est un peu nécessaire pour faire avancer le média vers l'avant. Moi aussi, je vais vous partager un peu les réussites et les succès de ce projet. Je vais pas en parler forcément de manière très personnelle parce que c'est pas le but ce soir. Le but, c'est que vous appreniez quelque chose sur comment on fabrique un court-métrage, sur les sujets qu'on peut rencontrer, et sur comment en tant que réal, on doit le réfléchir et le gérer. Parce que, dans mon cas personnel, c'est un film d'études, c'est un film que j'ai fabriqué à 80, à grande majorité entièrement, et c'est un film qui n'avait pas d'enjeu financier. Donc si j'ai fait des erreurs, c'est des erreurs qui me sont retombées dessus. S'il s'agissait d'un court-métrage professionnel avec des financements et une équipe qui travaille dessus, mes erreurs à moi retomberaient sur l'équipe et ça aurait des conséquences très réelles. Donc c'est pour ça il faut apprendre des projets qui nous ont précédés pour s'améliorer. Donc c'est dans ce but-là un peu que je fais ça. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les faire au fur et à mesure ou les garder pour la fin. Et sinon, moi, je vais vous dérouler mon projet petit à petit. C'est la première image, c'est une image de mon projet. Généralement, quand vous êtes créateur, enfin, ce qui est à la base d'un film, c'est une idée. C'est vous voulez raconter ça, ou on vous demande de raconter ça, ou on vous donne un projet pour raconter ça, on a une idée. Donc moi, mon idée, c'était de faire un court-métrage de science-fiction qui parle de l'émancipation de deux femmes qui bossent dans une usine. Et après, j'ai commencé à la développer. Donc, une fois qu'on a cette idée, ou qu'on a cette petite étincelle de base, des fois c'est un truc qui est très indépendant, et ça peut déjà être professionnel ici, parce que ça peut être une idée qui est proposée par une chaîne télé faire un, de faire un programme télé pour parler d'histoire, ou ce genre de choses. Moi je vous parlais de mon cas professionnel. Donc voilà, là vous avez pas l'impression, mais il y a déjà beaucoup de choix qui ont été faits dans cette idée. C'est pour ça que je vais revenir en arrière. On parlait de cible, on parlait de technique, on parlait de format. Mes choix à moi, ils sont déjà plus ou moins faits à ce moment-là. C'est un film de science-fiction, donc déjà c'est une cible particulière. Bon, le graphisme que vous pouvez voir ici, c'est du graphisme en noir et blanc, donc ça cible un public déjà forcément plutôt ado-adulte, parce que c'est très dur de vendre du noir et blanc à un public jeunesse. C'est un sujet qui parle d'émancipation dans une usine, donc il y a un charme visuel qui est moins facile à vendre. Et où est-ce que je l'ai mis? Oh, j'ai été mauvais élève, j'ai oublié de mettre. J'ai oublié de mettre le format du film, c'est un film qui dure 8 minutes. Quand j'ai commencé à l'écrire, je l'avais estimé qu'il ferait 6 ou 7 minutes, mais au fur et à mesure de la production, il s'est fait. Donc c'est un format qui est... Du court-métrage, ça peut être très variable, mais c'est un format qui est un petit peu long, donc qui quand même demande un temps de production certain. Moi, j'ai essayé de trouver des solutions au fur et à mesure que je les fabriquais pour qu'ils rentrent dans le temps qui m'était donné. Mais donc juste avec ces idées-là, vous pouvez vous dire à qui je vends mon film. Donc là, c'est un film ado-adulte de science-fiction qui parle d'effondrement, d'émancipation, d'industrialisation, ce genre de sujet. Donc, il faut que vous l'orientez là-dessus, à la fois dans le graphisme et ce genre de choses. Mais moi j'étais tout à fait ok, hein. C'est moi qui avais l'idée, je voulais le faire comme ça, et ça m'allait d'aller direct dans un public de niche, puisque c'est les créations que j'aime bien, et que bah, j'avais le pouvoir de le faire, donc je voulais le faire. Ça c'est le tout premier croquis de l'héroïne, je l'ai retrouvé au fin fond d'un carnet. Ah mais en fait il est là ce carnet.
J'ai cherché le carnet toute la journée et il était dans mon scanner. Car j'ai scanné ça hier soir comme un malpropre. Voilà, c'est mon héroïne, c'est les tout premiers croquis. Voilà, je voulais une héroïne stylée. Je voulais avoir un personnage féminin. Je voulais avoir un personnage racisé aussi, parce que ça n'a pas d'incidence dans le film, mais je voulais avoir de la représentativité dans mon film. Ça aussi, c'est un choix de réalisation. Dans le graphisme, généralement, en début de projet, on choisit on choisit un style graphique. Moi, voilà, c'est un peu un mood board, hein, c'est ce que vous pouvez avoir sur votre Pinterest favori. Donc, je voulais du noir et blanc, je voulais du brutalisme, je voulais de l'architecture, du béton, ce genre de choses. C'est des trucs qui sont assez froids, qui sont des trucs qui rangent dans une case très précise de court-métrage d'auteur destiné à un public ado-adulte, sur un sujet pas particulièrement fun. Mais voilà, ça, faut en prendre conscience dès que vous bossez, hein, parce que ça va réduire instantanément votre champ de diffusion et vos possibilités de financement. Ensuite, ce que vous devez produire une fois que vous avez votre idée, éventuellement une fois que vous avez votre graphisme, là j'en parle, ce que vous devez faire, c'est un dossier de financement. Ce dossier de financement, on l'envoie au CNC, on l'envoie à des boîtes de production, on l'envoie à des gens qui peuvent... des partenaires, quoi, des gens qui peuvent venir nous apporter des choses sur ce projet, que ce soit de l'argent, de la relecture, de la considération, de l'aide au développement. Donc là, une fois que vous avez votre idée et que vous en êtes un peu content, vous faites un dossier plus précis avec un synopsis, du coup l'idée de votre film. Synopsis: suite à un cataclysme climatique, un groupe s'est installé dans une usine qu'ils ont commencé à vénérer. Ils alimentent la machine qu'ils croient destinée à réparer le monde et qui leur fournit une eau vitale. Absa et Nour, nos deux héroïnes, vivent recluses dans les murs de l'usine, alors que l'eau se fait rare, l'une veut partir et l'autre veut rester à attendre avec le groupe. Vous avez vos recherches graphiques, à quoi vous ressemblez vos personnages. Même chose, faut que ça va être des trucs auxquels vous allez avoir beaucoup d'échanges, parce que le but c'est de faire des personnages qui sont parlants, qui sont expressifs, qui peuvent plaire aux gens. Éventuellement, si vous faites de la série jeunesse, ça peut être bien d'avoir des personnages qui ressemblent à votre public, ou donc votre dossier de production, il doit ressembler à ça avec un synopsis, beaucoup de recherches graphiques qui amènent à des tests de visuel définitifs, genre en disant mon film il va ressembler à ça, donnez-moi l'argent pour que mon film il ressemble à ça tout du long. Moi j'avais fait des choix graphiques d'économie de temps parce que je savais que le film allait être long, du coup noir et blanc c'est plus rapide, un graphisme assez simple avec à mettre en place pour les décors, c'était quelque chose que je voulais faire qui était pour moi une économie de temps et qui l'a été. Pour les décors j'étais vraiment carré, ça s'est bien fait. Et ensuite, vous avez un script, un scénario et un script qui est vraiment le squelette de votre film, c'est tout ce qui se passe dans le film et les dialogues. C'est très important parce que le script, c'est ce qui va déterminer généralement combien de temps votre film dure, combien d'acteurs on a besoin pour faire les voix du film, le ton général, genre le film il est vraiment avec ces éléments-là. Et ensuite, pour finir votre dossier de financement, vous avez une note d'intention. Du coup, qu'est-ce que vous voulez raconter votre film? C'est quoi votre position en tant que réalisatrice? Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers cette histoire, ce graphisme, ce genre de choses? C'est important de l'avoir parce que ça donne envie aux gens de vous connaître. Ça les aide à comprendre les choix de votre film, votre choix de sujet, votre choix de traitement. Et c'est un document qui, généralement, ne va pas au public. Parce qu'en France, on est très respectueux du statut d'auteuris, et donc normalement toutes les idées qui sont dans cette note d'intention doivent être transmises à travers votre film si vous avez bien fait votre boulot. Et vous avez aussi une note d'intention technique de comment vous voulez faire votre graphisme, votre mise en scène et votre son. Donc ça c'est d'indications techniques pour vos partenaires. Donc là si tout se passe bien, vous arrivez à avoir des financements. Moi sur ma pré-production, enfin sur mon dossier de financement, enfin mon développement, je regrette de ne pas avoir été assez précis. En fait, il y a beaucoup de choix qu'on fait à ce moment-là, qu'on fait un peu spontanément dans le plaisir de la création. On sous-estime beaucoup les enjeux que ça va représenter plus tard. J'ai plusieurs personnages, j'ai un lieu assez complexe avec beaucoup de perspectives à représenter. J'ai un sujet, j'ai un script qui est vraiment long. Donc par rapport au temps qui m'était donné et l'argent qui m'était donné, c'était assez ambitieux. Généralement, avoir des retours à ce moment-là,
Et généralement, vous allez corriger les problèmes que vos producteurs vont vous dire c'est trop long, tu passes à côté de ta cible, ce choix de graphisme il va être trop cher par rapport à ce que nous on pense que tu peux obtenir. Et donc là, s'établit un dialogue. Moi, comme j'étais tout seul, j'étais très borné et je dis je ferai mon graphisme, je ferai mon histoire et personne n'atteindra mon intégrité artistique. J'ai un peu changé d'avis sur cette position au fur et à mesure parce que la fabrication, plus tard, m'a pris une certaine taxe de temps et d'énergie que j'aurais pu mieux anticiper. Donc, comme d'habitude, et c'était une leçon que j'ai entendue des dizaines de fois moi-même et que je n'ai pas répétée, donc je sais qu'elle ne sera pas respectée, mais soyez raisonnable dans vos envies. On a tous envie de faire des très très belles choses et de donner le meilleur de nous-mêmes, mais des fois, il faut savoir, il faut connaître la charge de toutes ces choses, et surtout si vous êtes dans un contexte professionnel, il faut que ce soit très bien réfléchi avant, car ça peut avoir des conséquences. Idéalement, à cette étape, vous rentrez dans la pré-production. Donc la pré-production, c'est une étape qui est importante, où il y a déjà un peu d'argent sur le film. Pour moi, ça correspond à quelque chose qui sont le découpage du film. Donc ça, c'est une étape antérieure au storyboard. Le storyboard, c'est la mise en scène de votre film, c'est un cadrage de chacune des plans du film, donc les images qui vont être montrées, qu'est-ce qui va s'y passer et comment la caméra va se déplacer. C'est des informations qui sont nécessaires pour estimer les coûts du film et pour estimer son temps. Oui, il y a trop de monde ce soir. Pourquoi vous venez le soir où je parle de mon boulot? Vous voulez pas venir un soir où je casse du sucre sur quelqu'un? Ce prédécoupage, il va donner lieu à un storyboard, et ce storyboard, il va donner lieu à une animatique. Une animatique, c'est un document comme ça. Attention, c'est un document secret, ne soyez pas impressionnés. On viendra tous les soirs. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez voir en haut à droite que cette animatique s'appelle Déluge version 22. C'est évidemment la version 22 de ce film. Vous voyez, là, ça commence à bouger. C'est un graphisme assez simple, mais qui permet de présenter les plans. Là, on a changé de plan. Les estimations. J'étais à 7 minutes 32 quand j'ai fait cette version du film. Optimiste, j'ai rajouté quelqu'un a fait ta pub à... Donc ouais, l'animatique ça reste en noir et blanc, ce qui n'est pas très différent de mon film, mais ça présente vraiment le timing. Je peux vous mettre le son en fait. Donc là il y a déjà il y a des sons principaux qui sont posés. C'est fondamental d'avoir votre animatique parce que c'est la base du film, quoi. En fait, rien ne peut être fait sans. Et c'est aussi un document sur lequel vous devez beaucoup travailler. Moi, c'est probablement mon plus gros regret de mon projet, c'est de ne pas avoir assez travaillé cette animatique et de ne pas avoir su assez me remettre en question. À la fois dans le temps de ce que je voulais raconter, comment je voulais le raconter. Je voulais avoir un axe très prononcé sur le graphisme, sur l'ambiance des lieux, et mettre en avant du graphisme et de l'ambiance, ça demande d'avoir beaucoup de temps calme, et donc de beaucoup rallonger le film, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est présenté. Là, vous êtes dans la pure expression de ce que c'est de mettre en scène, c'est de savoir transmettre le maximum d'idées en le minimum de temps, et en court-métrage, c'est quelque chose de fondamental. Bon, voilà l'animatique. J'aurais pu vous la laisser défiler un peu. L'animatique, elle sert à faire quelque chose, une étape qui s'appelle le dépouillement. C'est une étape où vous regardez de manière très froide votre film et vous découpez toutes les parties. Mon film, par exemple, de manière technique, c'est un film de 8 minutes qui fait 83 plans. Dans ces 83 plans, il me faut du coup théoriquement 83 décors. Et pour un certain nombre, il faut de l'animation. Et pour certaines parties de l'animation, il va me falloir... Voilà, le dépouillement, ça permet de savoir comment ce plan-là, avec de la cendre qui tombe dans un espace, comment je le découpe. J'ai besoin de le layouter, j'ai besoin de faire un décor. Ah, il n'y a pas d'anime sur celui-ci, mais il y a des FX avec la cendre qui tombe, et il y aura forcément besoin de compositing. Donc ça, c'est le dépouillement, c'est comment pour fabriquer ce plan, on découpe les choses. C'est très utile parce que après nos différentes étapes, il va falloir les mettre sur un calendrier de production. Donc ça, c'est comment, idéalement, avec des belles couleurs, j'avais vu mon calendrier de production. Mon planning prévisionnel, je l'ai complètement loupé car j'ai dépassé de 2 mois et demi ma phase de fabrication. Du coup, je n'aurais pas beaucoup de leçons à vous donner là-dessus. Personnellement, ce qui a dépassé, c'était l'animation qui a pris beaucoup plus de temps que prévu.
L'animation et le clean, on sous-estime toujours le temps que ça prend. C'est quand même utile de faire ce planning prévisionnel, parce que ça va directement influencer votre budget. J'ai mes 83 plans, donc j'ai mes 83 décors, et important parce que vous le voyez, nous avons toutes nos différentes étapes. Ces étapes, elles rentrent dans des jours, et après, c'est calculé d'une manière assez simple. J'ai mes 83 plans, j'ai donc de l'anime, tous ces plans, ils doivent être fabriqués par un ou une animatrice, qu'il lui faudra tant de temps pour animer, il faudra une journée pour animer un plan ou deux plans, et ça, je dois le calculer selon ce que contient mes plans. Donc c'est ça le dépouillement. Selon la complexité, ça prend un temps donné, et selon l'argent que j'ai, je peux donner un temps donné. Ces jours transposés entre, du coup, pré-production, c'est tout ce qui est en rouge, qui se finit avec l'animatique. Il y a le dépouillement. Ensuite, il y a la production. Donc vous voyez que la production, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. J'avais mis beaucoup de temps pour l'anime, mais ça n'a pas suffi. Et à peu près ici, on rentre en post-production, qui est la dernière étape dont je vais vous parler. Tout ça, ça doit être calculé et monétisé, car à un moment, si vous êtes un vrai pro, vous devez faire un devis. Et voilà, et là vous repensez aux 60 millions donnés à Miraculous Ladybug en production actuellement. Moi j'ai fait un devis qui est un peu qui est assez faux, mais qui va vous donner un petit ordre d'idée. Et on pleure quand on fait le devis. C'est un devis qui... Bon, comment les calculer? Les droits artistiques, il y a les droits d'auteur pour toutes les personnes qui ont du droit d'auteur sur le film, c'est-à-dire la personne au scénario, la personne qui fait la musique, surtout si c'est une musique originale, les droits d'auteur de auteur-réalisatrice, si vous avez fait la mise en scène du film et que votre nom est dessus. Il y a aussi des droits d'auteur qui vont à la personne qui a fait la direction artistique, qui n'ont pas été calculés ici. Oui, c'est toutes les personnes qui ont du droit d'auteurise dessus. Il y a l'équipe de la production, qui est la personne qui va faire votre suivi et gérer la faisabilité. Donc ça, c'est une personne qui est censée être là sur toute la production, donc elle est censée être payée là tous les jours à son salaire. Ça, les montants en brut, c'est les salaires minimums. Ils ont pris de la convention sociale de l'anime. Donc ça veut dire que c'est les salaires extrêmement minimums, c'est-à-dire bas. Dans l'équipe d'animation, vous avez du coup la réalisatrice qui doit être là tout le long. C'est dans mes charges, c'est ce qui coûte très cher parce que c'est des postes mieux payés et qui sont là sur l'ensemble de la production. Dans la réalité du travail, ce n'est pas toujours le cas, il peut y avoir des mi-temps, tiers-temps, ou parfois des solutions qui sont trouvées pour amoindrir les coûts. Vous avez toutes les personnes que vous payez. Le calcul est simple, hein, c'est un poste, un nombre de jours estimé, le nombre de personnes à ce poste, et leur salaire minimum. Et hop, c'est une table de multiplication, hein, donc storyboard, layout, décor, animation, perso, animation FX, coloriste, compositing. Ensuite, il y a vos actrices de doublage, il y a les locaux dans lesquels vous faites venir vos actrices et vos compositeuristes de musique. Donc là, c'est des frais. Et voilà, et vous voyez que ce calcul, il arrive ici à 77 000. Si on enlève directrice de production et réalisatrice, on arrive à quelque chose comme 40 000 euros. Sachant que j'ai dépassé mon estimation, vous voyez le prix que ça peut avoir l'animation quand on paye les gens au minimum social. C'est pour ça que c'est un domaine qui a vraiment besoin d'avoir une industrie. Parce que si tout ça, vous devez le faire sans être payé, ça fait beaucoup de boulot et pas rémunéré. Donc c'est pour ça que, à partir du moment où on rentre dans le système professionnel, on atteint une qualité technique qui est forcément supérieure. Pour ce film, t'as occupé quel poste? Eh bah techniquement, je vais en parler au moment du générique, mais j'ai fait tous les décors, j'ai fait une grande partie de l'animation, j'ai fait tout... J'étais réalisateur, j'ai fait tous les dégâts, tous les décors, toute l'animation, toute la coloriste, et j'ai fait tout le compositing. Voilà, j'ai eu de l'aide à l'animation, j'ai eu 3 actrices, et j'ai eu un compositeur. Et j'ai eu du suivi de projet. Mais en termes de fabrication pure, j'ai eu de l'aide à l'animation. C'est tout. Une personne qui est venue m'aider une dizaine de jours. C'est généralement le cas pour tous les courts-métrages étudiants. Moi, j'avais fait le choix de faire ce film seul, donc j'en assume la responsabilité. Généralement, on peut travailler en duo, trio ou à plusieurs pour assouplir la charge de travail.
C'est aussi pour ça que mon film ressemble à ce à quoi il ressemble, hein, parce qu'il y a des choix techniques qui ont dû être faits. Ok, et donc du coup, t'as été rémunéré pour tous ces postes-là? Non, pas du tout. Moi, je transcris mon expérience d'un film d'études, donc non payé et sans budget, que je fais pour mon diplôme, avec comment ce serait calculé réellement, parce que j'ai pas encore fait de court-métrage professionnel. Mais c'est pour vous donner une idée en décomposant ce genre de choses. Sur une réalisation professionnelle, il faudrait que tous ces postes soient remplis et payés, et donc on ait ce budget-là pour le faire. Alors en nombre de jours, c'est flou parce que j'ai mal estimé le travail, mais en termes de salaire, ça vous donne un ordre d'idée. Je disais, un long métrage en France, c'est environ 12, c'est entre 1 et 5, c'est une moyenne de 3 millions d'euros. Donc pour faire une heure, une heure. Et il y aura probablement plus de postes, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, notre dépouillement il nous a permis de faire des estimations. Généralement, selon votre budget, vous pouvez faire un petit retour en arrière où vous retirez des plans, vous simplifiez vos décors, vous simplifiez votre animation pour rentrer dans vos frais. Donc c'est une partie importante, le devis. Et ensuite, au final, normalement, vous avez votre animatique. Quelle version c'est? Mon animatique est dans une situation professionnelle. Si tu aurais eu à occuper de tous ces postes, là, tu aurais été rémunéré pour tous les postes. En pratique, ce qui se passe, c'est que dans la situation professionnelle, on a envie d'avoir une personne à chaque poste pour réduire le temps de production. C'est-à-dire on veut sortir le film plus vite. Parce que si je fais bout à bout, si je fais tous mes décors, puis toute mon anime, puis tout mon compositing, j'y vais pour 1 an. Mais si en même temps qu'une personne fait ses décors, une personne fait l'anime et une personne fait les FX, en fait on réduit beaucoup le temps. Dans un planning de travail, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des postes qui vont se chevaucher. Les postes qui dépendent, les pôles qui dépendent les uns des autres vont démarrer les uns avant les autres, mais les personnes vont travailler en même temps pour réduire le temps. C'est important parce que généralement on travaille en présentiel, en animation, et que du coup, l'endroit de fabrication, il a il a des locaux, il doit les remplir, et ce genre de choses. Donc pour réduire le temps de fabrication, on peut le faire. Après, dans la pratique, il y a des films qui sont fabriqués par une seule personne, même dans le milieu professionnel. C'est très rare. On aurait l'exemple, par exemple, en long métrage de Sébastien Lodenbach, qui a fait toute l'animation de La jeune fille sans main tout seul en 1 an, dans une résidence artistique. Et ça se voit dans le graphisme du film, les choix qui ont été faits pour faire cette économie. Mais dans une expérience professionnelle, non, en fait, il y a plein de personnes qui travaillent en même temps. Même en études, généralement, il y a des personnes qui vont faire plus d'animation, des personnes qui vont faire plus de décors, des personnes qui vont faire plus du suivi d'ensemble. Le but, c'est que ce soit plus court. Et comme c'est plus court et qu'il y a plusieurs personnes qui s'en occupent de postes spécialisés, ça augmente la qualité générale de ce qui est produit. À ce stade-là, vous avez votre film, qui a, dans mon cas là, il commence à avoir j'ai mon animatique pour les plans qui ne sont pas encore fabriqués, mais ce que vous avez fait pour estimer le temps des choses, j'ai oublié de le dire, vous faites des plans tests. Donc les plans tests, c'est des plans finaux ou semi-finaux où il y a déjà de l'animation, qui est faite pour que vous sachiez, ah oui, un décor comme ça me prend tant de temps. Une animation comme ça me prend tant de temps. On fait un test, dans d'autres domaines on peut appeler ça un vertical slice ou un plan test ou une séquence test. Pour des séries on parle d'épisode pilote, on fabrique juste un épisode 0 pour savoir comment les choses sont faites. Pour moi c'était une manière de me dire ok je prends 2 semaines pour faire 1 minute, enfin 2 semaines pour faire tant de temps de ce film. Si je fais un produit en croix, je mets 2 semaines pour faire 10 secondes d'anime. Il me faut 150 secondes d'anime dans ce film. Combien de semaines ça me prend? Donc ensuite, si tout rentre bien dans le budget que vous avez, vous pouvez lancer la production. La production, c'est ce qu'on a très souvent en tête quand on parle de fabriquer des films, parce que toutes les images que je vous ai montrées avant, à part peut-être le plan test, elles vont disparaître pour être remplacées par des images finalisées au moment de la production. Voilà, donc là, c'est le moment où il y a le gros les petites équipes de pré-production sont remplacées par des très grosses équipes de production pour fabriquer vite et en masse les choses. Donc vous avez... ça c'est pas un layout très poussé, mais c'est un layout, donc c'est une étape de fabrication du décor qui répartit où est le personnage dans l'espace et les actions qu'il va faire. Ensuite, à partir du layout, on va pouvoir faire un décor. Mon truc dans mon graphisme, c'était de faire des décors assez simples au trait
et de venir faire un travail numérique dessus pour faire des trames, pour avoir un passage visuel. Donc ça c'est le travail de décor. Je vais passer très vite parce que la fabrication c'est... Genre ça se fait, ça prend du temps, mais c'est généralement, si vous êtes dans l'industrie du cinéma d'animation ou du dessin en général, vous savez comment faire les choses, c'est juste, ça prend du temps. Il y a une partie d'animation, donc ça je l'ai fait en traditionnel et sur Photoshop pour les parties ajout de trames et de couleurs. Ensuite, il y a la partie animation, qui est la partie extrêmement longue. Moi, j'ai fait mon animation sur TV Paint, qui est un logiciel pas mal utilisé, qui permet d'avoir un rendu au trait moins numérique que d'autres techniques. Donc ça, c'est l'animation d'une scène un peu triste dans le film, avec des animations très simples. Mais TV Paint, ouais, c'est la maison. C'est ce qui est très utilisé pour avoir un rendu fait main intéressant. Donc ça, c'est l'étape qui m'a pris vraiment très longtemps. Je crois que j'ai passé... Du coup, mon planning, moi j'ai commencé à travailler en octobre 2020. J'ai travaillé du coup 8 mois. J'avais une livraison ici, et au-delà de ces 8 mois, j'ai dépassé 2 mois supplémentaires pour finir la fabrication de mon film. Du coup, c'est un projet qui m'a pris 10 mois, mais en réalité avec des congés et des pauses, ça m'a pris 1 an de fabriquer ce film. Donc, et à temps plein, pour le coup, je faisais pas... À part me reposer, j'ai fait très peu d'autres choses à côté. Je faisais des journées assez conséquentes. Donc voilà, pour vous donner, mes 8 minutes ont pris 10 mois à être fabriqués. Et donc 1 an de temps de vie. En répartition, il y a eu pas mal de... Il y a eu à peu près 2 mois de conception, réfléchir au film, comment on le fabrique, et la fabrication, ce qui a duré à peu près 6 mois là de fabrication. Ce qui était beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui produit très très vite, je connais mes limites, mais généralement la fabrication est ce qui prend le plus de temps. Et celle où on a besoin du plus de monde. Du coup, la fabrication, c'était faire mes décors, faire les personnages qui vont bouger dans les décors. Et une fois qu'on a fait ça, on peut les intégrer ensemble dans une étape qu'on appelle le compositing, qui est une étape un peu moins connue en cinéma d'animation, qui correspond à l'assemblage. On passe le personnage dans les décors et on fait toutes les opérations pour que tout soit le plus joli possible et rendre le plus cinématographique possible. Pour vous donner des images finales du film, du coup, quand même, avec le compositing qui est fait. On est passé des images d'animatique que vous avez vues tout à l'heure avec pas de couleurs et des traits assez bruts à des images quand même plus travaillées, des mouvements caméra. Le compositing, pour vous montrer sur un plan comme ça, c'est léger, mais c'est plein de choses qui accentuent la qualité de votre boulot. C'est des effets de lumière sur les personnages, c'est des effets de particules, c'est un peu... Ici, j'ai fait ce qu'on appelle un vignettage, c'est-à-dire le bord de l'image est plus moiré, enfin est plus sombre pour concentrer l'attention sur des éléments clairs. Donc voilà, c'est des petits effets comme ça, mais qui ajoutent énormément, qui en fait donnent la qualité visuelle finale. Donc ça, c'est le compositing qui, en vrai, est à mi-chemin entre la production et la post-production. Du coup, toutes ces étapes-là, je vais passer très rapidement dessus, mais c'est les étapes de fabrication qui sont très longues et qui sont le gros de la fabrication du film, parce que après l'étape de compositing, en principe, il y a des petits trucs qui s'appellent l'étalonnage et la conformation aussi, qui sont encore des trucs pour pousser votre image plus loin, mais qui sont des postes très spécialisés. Et généralement, voilà. Donc là, à ce moment-là, moi j'ai mes 83 plans, avec mes 83 animes, mes 83 décors, et tout bouge, et tout est plutôt joli. Pour faire le bilan sur cette étape de production, j'ai beaucoup sous-estimé le temps que me prendraient les choses. Tout était plus complexe que ce que j'avais pensé. J'ai été aussi assez ambitieux dans le choix de mettre parfois des groupes de personnes, faire un film très long, et en fait, ça se voit dans la qualité finale du film, où finalement c'est assez peu animé, où c'est animé de manière assez simple, avec beaucoup d'utilisation de tricks, de faux fixes, donc des cadrages comme ça où les personnages bougent peu. Il y a beaucoup d'informations qui passent par le dialogue plutôt que par le jeu de caméra. Moi aussi, mon truc, c'est j'aime beaucoup faire du décor, donc il y a beaucoup de choses qui passent par juste l'ambiance et par le son aussi. Mais voilà, si vous faites un film long, enfin, faut faire attention là où vous mettez vos priorités. Moi,
j'avais pris mes priorités qui étaient de rester dans l'image originale de mon film avec sa longueur, tout ce que vous voulez raconter, et j'ai pas voulu enlever des éléments, mais ce choix artistique de dire je veux rester proche de ma vision, ça a une conséquence que le film est moins abouti visuellement, car j'ai voulu raconter mon histoire avec toutes les étapes que je voulais y faire. Donc voilà, cette étape-là de production, du coup, elle a dépassé ma date de rendu. Pour un film étudiant, ce n'est pas gravissime, en tout cas ça ne l'était pas dans mon école, parce que ça ne m'a pas empêché d'avoir mon diplôme, parce que j'ai présenté une grosse partie du film fabriqué tout de même, et ça ne m'a pas posé problème, mais bon, ça a quand même dépassé sur mes premiers mois de vie active, et si on transpose cette erreur de calcul à une production réelle, ça veut dire que vous dépassez votre budget, vous demandez à votre équipe de travailler plus vite pour compenser des problèmes d'estimation. En fait, ça crée des problèmes humains. Du coup, faites des films qui vous demandent pas de vous tuer à la tâche et faites des idées simples. Et une idée simple, il y a plein de manières de la magnifier. Une idée complexe, ce qui, moi, est mon problème à moi de vouloir raconter trop de choses dans un film, c'est ce qui vraiment m'a fait pâtir. Et ça va que je sois assez résilient et que j'ai su m'organiser, pas me laisser déborder, et que j'ai eu cette possibilité de l'école de finir après, mais sinon ça aurait pu être plus compliqué, juste en termes de charge de travail pour moi. Donc là, normalement, moi j'ai dépassé, mais vous arrivez en post-production. La post-production, c'est les dernières étapes, c'est les étapes d'assemblage et les dernières choses. J'ai mis le son dans cette étape, le son il est fait dès le début, dès l'animatique, mais en même temps que je faisais ma fabrication de mes différentes étapes, j'enregistrais mes voix, j'enregistrais ma musique, parce que c'est important d'avoir notamment la musique tôt si vous voulez faire des rythmes entre votre image et votre musique. C'est important d'avoir vos voix tôt, parce que vous avez besoin de faire du lip sync, du coup le mouvement des lèvres de vos personnages, avec la voix de vos actrices. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours développer en parallèle, même si c'est... Enfin, moi, je venais beaucoup de l'image, donc c'est quelque chose que j'ai moins approfondi dans mon film, mais j'ai eu la chance d'être très bien accompagné pour mes voix et pour ma musique. Donc, c'est aussi important si vous avez un budget, le but c'est de faire un mixage définitif. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez pris tous vos sons, toutes vos voix, toutes vos musiques, vous allez avec un ingé son qui va le mixer parfaitement pour que votre son soit bien à la télé, ou pour une salle de cinéma, ou pour de l'ordinateur, qui sont les trois choses pour lesquelles on essaie d'optimiser le son, qui ne demandent pas de mettre les valeurs haut, mais en gros ça fait en sorte que vos voix soient bien belles. C'était très cool l'étape du bruitage, j'ai bossé avec un très bon bruiteur. C'était vraiment cool, j'ai pas énormément de choses à dire à part que dans les étapes que vous connaissez pas, soyez bien accompagnés. Et à la fin, une fois que vous avez tout ça, vous faites... vous l'avez fait en parallèle, mais la dernière étape c'est une vraie étape de montage, qui est importante parce que en animation on essaie de faire du montage très tôt par rapport au cinéma live, vu qu'on doit fabriquer toutes les images, et que les fabriquer ça a un coût de temps et d'argent, et du coup c'est quelque chose qui évolue, vous voyez voir toutes les petites rayures là, c'est les plans, c'est les modifications qu'il y a eu au fur et à mesure de mes 83 plans, et voilà, votre montage ça vous permet de découper dans le vif ce qui dépasse dans votre film, ce qui peut nuire à la compréhension, ce qui peut nuire au rythme. Généralement, c'est bien d'avoir une autre personne qui vous aide pour le montage, puisque à cette étape-là, moi j'avais 9-10 mois de fabrication, de film dans les pattes, donc je ne savais absolument plus ce qui était bon ou pas bon. Pour te trouver de l'aide pour le son, t'as cherché dans tes contacts. Eh bien moi, mon expérience, c'est que l'école m'a proposé un musicien, avait un musicien attitré, ce musicien m'a donné des contacts. J'ai pas eu encore l'expérience de le faire dans le monde professionnel. Je sais que sur LinkedIn on peut trouver pas mal de monde, mais sinon l'option simple aussi c'est d'aller voir des génériques de films que vous aimez bien, et de prendre des contacts et de contacter ces personnes-là. C'est souvent les mêmes noms qui reviennent pour le bruitage et le mixage, mais en musique, il y a plein d'artistes dans plein de domaines différents qui peuvent être intéressés. À savoir que quand même, pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez rémunérer correctement quelqu'un, une composition originale plus les droits d'auteur, c'est quelques centaines d'euros. Moi j'ai payé mon musicien avec le budget qui m'était donné, et c'était 400 euros. Moi, c'était pas une composition originale, c'était une réorchestration dans mon cas. Après cette phase de montage, normalement, il vous reste un petit truc à faire, c'est votre générique.
C'est très important, le générique. C'est une étape où vous remerciez toutes les personnes qui sont venues vous aider, toutes les personnes qui ont contribué au film. Je vous disais au tout début que j'avais fait le film tout seul. C'est faux. Même si j'ai fait forcément une très grosse partie du boulot, il y a plein de personnes qui sont venues m'aider. Du coup, j'ai eu des voix additionnelles, du renfort d'animation, une personne qui est venue, Julie Chéa Daravan, qui est venu m'aider pendant une quinzaine de jours pour m'aider dans mon animation. En son, j'ai eu du mixage et un ingé son. J'ai eu un parrain qui m'a accompagné pendant toute... avec qui j'avais des retours de suivi. Mon musicien, Mathieu Detor, et Margot Guéral, qui avait fait la voix des chants. Il y a aussi, je les ai pas mis ici, mais il faut aussi remercier les institutions qui ont donné de l'argent pour que votre film puisse exister. Ça veut dire les gens qui vous ont prêté des locaux, les gens qui vous ont donné de l'argent, les gens qui vous diffusent. Donc là, c'était mon école, le pôle animation de la ville où j'étais. Mais voilà, c'est très important d'avoir un générique où tout le monde est crédité, parce que ça peut être aussi la manière dont les gens sont payés. Si mon film vient à être acheté ou être diffusé, le fait que mon musicien soit... la personne à la musique soit créditée, ça lui permet de percevoir de l'argent à la SACEM. Et moi aussi, ça me permet d'être inscrit à... donc l'association qui gère les droits de vos films. C'est important que toutes ces choses soient bien renseignées. Et aussi, tenir compte de toutes les personnes qui vous ont aidé, ça vous fait une première liste de personnes à qui envoyer le film quand vous l'avez fini. C'est aussi toutes vos premiers spectateuristes. Donc c'est vraiment important, le générique, c'est important, quoi. Et voilà, et au final, vous avez votre film. Je vais vous laisser un petit peu quelques images. S'il y a une étape dont j'ai pas parlé, c'est le sous-titrage. C'est très important de faire du sous-titre. C'est un métier, donc idéalement il faudrait pouvoir payer des personnes qui vous fassent un sous-titre pour les personnes sourdes et malentendantes, et éventuellement un script d'autodescription pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes pour que ces personnes puissent voir vos films. Évidemment, sur un budget très faible comme le mien et avec mes compétences, je ne pouvais pas le faire. J'ai fait des sous-titres anglais à l'aide d'une personne qui a été non rémunérée pour ce travail, mais c'est très important en termes de diffusion. Bon, nous, en tant que Françaises, c'est très important d'au moins avoir une version anglaise pour l'international, parce que vous allez ensuite envoyer votre film à l'international. Donc c'est important de les faire rapidement, tant que vous êtes un peu dedans. Donc voilà, vous avez votre film final. Moi, le bilan par rapport à tout ça, c'est que c'était un film qui était mal... Je dis ça, en fait, je vais être un peu négatif. J'ai des très 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 bons souvenirs de ce film, mais c'est juste que avec la distance, je suis obligé de le considérer en termes de production, parce que si je me dis, ah bah finalement le film était cool et ça m'a plu de le faire, j'oublie qu'il y a des erreurs qui ont été faites et qui pourraient être reproduites, et c'est important d'adresser ça, quoi, pour correctement faire son boulot. Donc voilà, vous avez tout qui s'assemble, quoi. Genre, c'est beau un film fini. C'est vraiment beau. Moi, mes principales soucis de mon film, ça a été d'avoir une histoire trop ambitieuse, vouloir raconter trop de trucs à la fois et m'y perdre, parce que moi je fais des images et j'ai des défauts dans mes scénarios et je les ai pas forcément corrigés au fur et à mesure des images des retours qu'on m'a donnés. Et bon voilà, genre j'accepte d'avoir fait ces conneries. Mais si vous avez des contraintes et si vous avez d'autres personnes impliquées, vous ne pouvez absolument pas vous permettre ça. Donc si vous voulez faire des films en full indé et faire n'importe quoi, que ça s'étale sur 10 ans, vous pouvez le faire. Mais à partir du moment où il y a d'autres personnes qui sont impliquées et qui dépendent de vous professionnellement, vous avez le devoir moral de ne pas faire ça. Voilà, je me sens très moralisateur. Et voilà quoi, c'est principalement des choses de conception qui ont créé des problèmes à long terme le film est trop long et trop ambitieux, et du coup pour essayer d'obtenir le rendu et les idées que je voulais faire, j'ai dû travailler au-delà des horaires. C'est censé être pas possible, et en plus c'est même pas très bien humainement, parce que forcément si vous rentrez dans ces conditions-là, vous êtes sur le chemin, sur le burn-out. Moi j'ai pas fait de burn-out, j'ai eu de la chance, mais c'est un truc qui peut arriver souvent, hein, encore plus quand vous avez des pressions extérieures. Moi j'avais personne qui me sonnait une cloche autour de la tête pour me dire faut que ce soit prêt dans tel jour, faut rendre ça tel jour. Mais c'est quelque chose qu'on a et c'est quand même une pression psychologique de
d'avoir ce devoir de productivité. Voilà, réfléchissez bien à ça. Et oui, et humainement aussi, le problème c'est qu'une fois qu'on rentre dans un cycle de retard, c'est dur de s'en remettre, puisque pour être plus rapide, on produit des images moins abouties, et du coup, on peut rentrer dans une boucle négative où on est moins content de ce qu'on propose, et du coup, on se désinvestit du film, et en fait, on prend le risque que le film, alors humainement, d'être très déçu de notre travail, et professionnellement, d'abandonner le film, et ça c'est difficile. Donc les décisions de début de projet sur l'organisation du travail, sur la répartition de son énergie, son temps et son argent, c'est important qu'elles soient bien prises. Et c'est mes principales conclusions sur ce projet, de devoir faire ça. Humainement, je suis très content d'avoir fait ce film. Je suis vraiment allé au bout de ce que je pouvais faire graphiquement et en termes d'histoire à l'époque. Et je suis content d'être allé jusqu'au bout. Tu as des techniques pour garder la motivation sur le long terme pour continuer de fabriquer un film sur toute une année. Ça semble un peu déprimant de juste suivre la recette de cuisine qu'on a définie au début et de ne pas commencer à détester le projet. Tout le monde fonctionne très différemment, mais c'est bien de poser la question. Personnellement, psychologiquement, ça a été très positif d'être avec d'autres personnes dans la même expérience que moi. C'est bien de parler à d'autres réalisateuristes qui ont les mêmes problèmes et de chercher des solutions ensemble. S'ils avaient d'autres personnes dans votre entourage qui peuvent vous proposer des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé, et même parfois vous proposer des solutions drastiques, en fait, de dire bah tu coupes cette scène du film, tu t'animes pas ça, ou t'enlèves ça. C'est un truc qui arrive souvent dans les productions d'avoir un monteur, enfin un ou une monteuse, qui viennent sur votre film et qui disent, bon, généralement c'est pour entrer dans des formats professionnels, mais des fois aussi qui disent ça c'est superflu, ça c'est superflu, ça c'est superflu. Il y a une expression très courante aux États-Unis qui s'appelle Kill Your Darling, donc tu tes chéris, qui consiste à dire à un moment le film il existe. Enfin, ta création, elle existe au fur et à mesure que tu la fabriques. Il faut réussir à enlever des éléments, même les éléments fondateurs du projet, quoi. Si le film, il prend une direction qui est plus intéressante et plus faisable dans cette direction, quoi. Euh, Cette approche, en fait, elle est plus proche elle est plus faite dans le cinéma expérimental, où la manière dont on fabrique et dont on crée les choses. Donc dans le cinéma expérimental et dans le cinéma documentaire, c'est beaucoup plus acté. En animation, comme tout prend beaucoup de temps et d'argent, on a tendance à très peu vouloir jeter. Mais en termes de motivation, c'est bien d'avoir un calendrier de production, savoir voir venir les problèmes bien à l'avance, puisque c'est mieux vaut prévenir que guérir. Donc à partir du moment où on voit que clairement on est en retard, faut trouver les solutions à ce moment-là, et pas se dire je peux bosser plus. Vraiment la solution du je peux bosser plus, c'est vraiment une erreur sur le long terme. Si vous sentez que dès le début du projet, il y a des ralentissements, faut pas vous dire ah je vais gagner beaucoup en rapidité ou tout va tomber hyper rapidement après ou je vais faire des nuits blanches et tout ça. Genre c'est dès le début du projet qu'il faut aller là-dessus quoi. Si vous arrivez à avoir plus ou moins un rythme de croisière, c'est bien. Et puis il faut aussi s'écouter psychologiquement, c'est-à-dire même si c'est très dur quand on voit pas son projet avancer, alors que des deadlines approchent, faut savoir prendre des pauses. Moi personnellement, une échelle plus humaine, ça a été de garder des activités en dehors du travail, des activités culturelles, des activités de club. Généralement, avoir une activité qui n'a vraiment rien avec le travail. Je sais que j'ai des amis qui tenaient le coup aussi en faisant de la danse, du chant, de la musique, des trucs à côté qui font plaisir et aussi des choses à très court terme. Parce que quand on travaille un an sur la même chose, on perd un peu le nord et on peut même oublier ce que c'est de créer. Parce que bah, y a des journées où vous allez sortir de vous le boulot ou de vous dire ah bah j'ai fait décor 10, décor 11 et décor 12. Waouh, chouette. Et vous savez que c'est un plan qui va durer 3 secondes dans le film final. Et donc ça c'est vraiment l'aliénation du travail à la chaîne quoi. C'est un des défauts de l'industrie. Quand on fait la même chose, tout finit par perdre du sens. Donc voilà, essayer de varier un peu les choses, partager son expérience avec d'autres personnes, trouver d'autres solutions, euh, et savoir réagir vite, quoi. Puisque même si j'imagine que vous êtes, enfin là je vous adresse à vous parce que vous êtes en études et qu'on sait qu'on va s'améliorer dans nos choses, faut pas se dire qu'on va s'améliorer durant le projet. C'est quelque chose qui se passe un peu parce qu'on prend mieux les choses en main, mais faut pas
faut pas parier dessus. Moi, j'étais très optimiste sur ce projet et j'ai eu de la chance de bien me rééquilibrer. Genre vraiment, je pense que 2 mois avant l'oral, j'avais accepté le fait que... Enfin, l'oral, la deadline, j'avais accepté que le film serait pas fini. Et je me suis dit, bon, je coupe ça quand même pour pas que ça dépasse de 6 mois. Mais je sais que ce sera moins beau que les concept art, je sais que ce sera moins beau que l'illustration, et voilà, psychologiquement ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour le bien. Et il faut aussi se dire que même si on n'est pas allé au bout de ce qu'on veut, ce qui est important c'est que on soit allé, qu'on ait créé quelque chose de final qui puisse être visible par des gens et qui existe en fait. Je pense que, bon, personnellement, je trouve que le pire chose qui puisse arriver, c'est que le projet soit abandonné et qu'il n'existe pas et qu'il n'ait pas le temps de rencontrer un public, puisque c'est vraiment très dur psychologiquement. Plus on a passé de temps, plus c'est difficile. Et après, le rapport avec aimer son projet ou pas, je pense qu'il y a naturellement un moment où c'est normal de le considérer comme une tâche ou un objet de production, quoi. Moi, je sais que ça a été hyper positif de bosser avec l'animatrice qui a bossé avec moi, parce que je lui ai donné une scène clé dans le film, qui est une scène de milieu, qui est une scène un peu à cœur ouvert entre les deux héroïnes du film, qui était une scène qui était à la fois difficile graphiquement, parce qu'il se passait beaucoup de choses, et il y avait beaucoup de contacts entre les personnages, ce qui est quelque chose de difficile à animer, mais c'est aussi un moment de la production où je sentais que j'avais plus forcément la sensibilité pour faire une scène comme ça. Et du coup, c'était bien de pouvoir laisser autre chose. Alors que pour moi, c'est vraiment peut-être la scène la plus intense et au cœur du récit. Mais je savais que, aussi, parce que c'était une scène d'interaction entre, entre deux femmes, c'était bien pour moi de laisser à une animatrice femme faire cette scène. Et d'ailleurs, quand on a bossé ensemble, euh, elle m'a donné des retours bien en me disant ah, ce posing là je le sens pas, cette manière de faire je la sens pas, donc je vais ajouter mes choses. Et du coup ça veut dire qu'on déroge de votre vision, mais en même temps elle apporte des choses vraiment hyper belles à cette scène. Donc ouais, faut faire aussi confiance avec les personnes à qui vous bossez. Faut pas avoir cette position de je sais tout et je connais tout sur mon projet. En fait, même si vous êtes à la base, moi j'aurais pas aussi bien animé cette scène, j'aurais pas fait une aussi belle musique, et donc faut accepter un peu de le laisser aller aussi et d'exister entre les mains d'autres personnes, quoi. C'était tout pour ça, et on va faire une petite dernière étape sur la diffusion des films, parce que pour l'instant ce film il a été vu par vous, les gens avec qui vous avez bossé, peut-être votre famille et vos amis, mais il n'a pas été vu par grand monde, et du coup il y a une dernière étape qui est importante, qui est la diffusion, c'est la vie extérieure du film. En gros, je vais vous mettre une petite image là, c'est tout ce qui a été préparé. En fait, c'est tout ce qui reste du film après toutes mes étapes de fabrication. Les affiches, le fichier du film, ma liste de festivals à contacter, quelques visuels à envoyer pour faire des miniatures de catalogue ou de site internet. En gros, c'est des documents qui sont là pour être envoyés. Et c'est tout ce qui... Voilà, ce qui reste à la fin de mon film, c'est ce fichier MP4 de 500 mégas. Oui, l'animation, c'est peu de choses. Euh, Moi, j'ai fait ce post-mortem maintenant, parce que mon film, je l'ai fini en octobre 2022, donc c'était il y a un peu plus d'1 an. Et depuis, il vit plus entre mes mains et dans la fabrication, mais il vit dans les festivals. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui le voient, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont un avis dessus, qui parfois me le disent. Et en fait, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre film, une fois qu'on l'a fini, c'est qu'il soit vu par d'autres personnes et qu'elles vivent des choses avec. Et ça, bah, comme un film de fin d'études que vous devez accompagner vous-même, ça veut dire que vous avez aussi un boulot qui dépasse la fabrication, qui est la diffusion. Dans mon cas, moi, ce que je fais, c'est que j'ai produit tous les petits éléments qui accompagnent le film, qui sont principalement des affiches pour des projections du film, qui sont des extraits vidéo, des extraits, des screenshots du film, pour faire de la communication visuelle. Et ensuite, ça a été un boulot de contact des festivals, avec toutes mes versions des festivals français, européens et même internationaux. Alors, je vais vous dire des trucs un peu badantes, mais comme ça vous, comme ça vous saurez. Pour du coup mon film, je l'ai envoyé personnellement à mon école l'a envoyé à des festivals, une quarantaine de festivals payants. Du coup, parce qu'il y a des frais d'admission pour certains festivals de cinéma et de cinéma d'animation pour proposer votre film, pour qu'un joueur le regarde et qu'éventuellement
sélectionne. Moi, au total, dans toutes mes envois en festival, je l'ai envoyé à peu près, en gros une centaine de festivals, et j'ai eu 3 sélections. Donc voilà, c'est, on va dire, à peu près 3% de réussite j'envoie mon film et il va être diffusé. C'est pas un film qui a eu énormément de succès. Je pense aussi par les conditions, enfin juste par son identité de film ado adulte avec peu de couleurs sur un sujet science-fiction, fin du monde, un peu austère. Donc forcément ça réduit le champ des possibles. Dans les festivals, il y a des festivals qui sont payants, des festivals qui sont non payés. C'est l'MK qui l'a envoyé. En gros, l'MK en tant qu'école envoie un certain nombre de sélections étudiantes, de films étudiants, parce que comme c'est un film étudiant, il a des catégories particulières dans lesquelles il existe. Mais normalement, si vous avez tous les droits sur votre film, ce qui n'est pas toujours le cas, en école, il y a des écoles qui sont considérées comme productrices des films, mais en principe, vous avez tous les droits sur votre film. Vous pouvez l'envoyer. C'est important avant de l'envoyer en festival d'inscrire les droits de votre film, de vous inscrire comme réalisatrice de votre film sur. Je crois que c'est l'AFDA. Je vais peut-être vous dire une bêtise. En gros, c'est important d'inscrire votre film en tant que droit d'auteur qui existe quelque part, parce que ça permet à vos musiciens et éventuellement vos actrices et à toutes les personnes qui perçoivent le film de percevoir de l'argent quand il y a une diffusion télé, quand il y a une diffusion festival parfois. Mon école a envoyé la même chose à une quarantaine de festivals qui étaient payants dans des jurys étudiants. Il y a 3 plateformes très importantes internet pour la diffusion qui sont Filmfest Platform qui est ok, Film Freeway qui est un peu le plus simple d'accès parce qu'il y a beaucoup de festivals gratuits et il n'y a pas de frais d'envoi, donc c'est généralement la quantité plutôt que la qualité. Et il y a, mais c'est des trucs que vous pouvez faire en une rapide recherche internet. Généralement, il y en a 2 qui vous demandent des timbres numériques, donc vous devez payer pour envoyer votre film, plus éventuellement payer les frais de. Et après ça, il y a une sélection, et si votre film est sélectionné, il va être diffusé et en festival. Moi, j'ai fait beaucoup de films freeway. C'est important dans votre film, moi, c'était la partie très intéressante de la diffusion, c'est de voir chaque festival a vraiment ses intentions et sa ligne éditoriale. Moi, avec le thème de mon film, je l'ai envoyé des festivals un peu féministes, parce que j'estimais que mon film était un peu féministe. J'ai été sélectionné à Inérissance, celui-ci qui est un film un festival de films environnemental, parce que c'était un des thèmes principaux de mon film, la sécheresse et globalement ce que l'industrie et le capitalisme font aux gens. Et du coup, je l'ai envoyé que des festivals dont j'entrais dans les conditions, et aussi des festivals spécialisés. Donc, si on remonte tout au début dans vos intentions de film, en fait, une grosse partie des intentions de votre format, combien de temps votre film dure, ce qu'il raconte, comment il le raconte, ça va être des questions très importantes sur votre sélection ou pas, enfin votre éligibilité dans des festivals. Donc c'est important de y voir au début. Moi, dans mon analyse, j'ai vu qu'il y avait. Les festivals aiment beaucoup les films courts. Enfin, mon film de 8 minutes dépassait beaucoup de festivals qui prenaient que des films de moins de 5 minutes ou moins. Il y a beaucoup de festivals pour les enfants, parce que généralement on va chercher des films tout public pour des diffusions par exemple en plein air ou des événements familiaux. Donc là encore, le fait d'être tout public, ça peut être important juste en termes de visibilité. Et c'est bien aussi d'avoir un thème précis dans votre film, d'avoir un sujet fort, parce qu'il y a beaucoup de festivals très spécialisés qui vont avoir moins de films envoyés, et du coup vous avez plus de chances d'être sélectionné. Moi, mes 3 sélections, c'était un festival de Poitiers. Du coup, c'était, j'imagine, une sélection régionale, parce que mon film a été produit en Charente-Maritime. Et donc, il voulait aider des films qui avaient été produits localement. J'ai été sélectionné dans un film sur des questions environnementales, et j'ai été sélectionné dans un festival de films étudiants qui était un espèce de gros aspirateur, à films pour les vendre à Amazon. Donc celui-ci, je ne vous le recommande pas spécialement. Alors la liste, elle est disponible sur un film qui s'appelle Film Freeway. Free, F-R-E-E, Way, W-A-Y. Et en gros, tu peux, une fois que tu t'inscris, c'est gratuit, tu peux lui demander de sortir tous les festivals qui existent, auxquels lui, il peut envoyer, et tu peux faire des sélections par critères, genre combien ça me coûte, c'est quoi le sujet, c'est quoi la longueur, est-ce qu'ils acceptent l'animation, et du coup, tu peux avoir un grand panorama. Moi, je l'ai envoyé en masse,
vous voyez que j'ai eu 3 sélections, donc ça fonctionne un peu. Je n'ai pas gagné de prix et je n'ai pas touché d'argent, mais en tout cas le film a été vu, ce qui était mon intention première. Une fois que vous êtes en festival, j'ai oublié d'oublier de cette parler là. En gros, une fois que votre film est fabriqué, il est daté, moi mon film il date de 2022, et du coup il a 2 ans où il peut être en compétition, entre guillemets. Ça veut dire qu'il va être mis en compétition dans des festivals ou dans des catégories étudiantes, catégorie premier film, catégorie film documentaire. Éventuellement, s'ils sont en compétition, ça veut dire que vous pouvez avoir un prix, donc générer de l'argent hypothétique avec votre film, ce qui est toujours positif, mais qui n'est pas calculable, donc c'est vraiment du bonus. Donc pendant 2 ans, il peut être dans le circuit de festival en compétition, parce qu'il est récent. Genre les festivals aiment beaucoup les choses récentes, il y a beaucoup de festivals internationaux qui aiment avoir la primauté, enfin être les premiers à diffuser votre film. Genre je sais qu'il y a des festivals allemands et anglais qui disent « Ah, on veut bien diffuser votre film, mais il faut que ce soit la première diffusion sur le territoire. » Donc vous pouvez aussi stratégiser à quel festival vous envoyez en premier, sachant que la règle c'est... il y a un peu la taxe de vous devez l'envoyer à 5-6 festivals européens de base, parce que si vous êtes sélectionné là-bas, ça veut dire ça va vous débloquer plein d'entrées. Ces festivals, ce sont le festival de Zagreb, le festival de Stuttgart, le festival d'Annecy, le festival de Clermont-Ferrand, et éventuellement, en tant qu'étudiant, c'est bien de participer au Carrefour de l'animation à Paris, qui est un festival de décembre où il y a beaucoup de films étudiants qui passent. Généralement, ceux-là, c'est bien de les envoyer là-bas parce que c'est des festivals spécialisés en animation, et généralement tous les acteuristes du milieu de l'animation vont être à ces festivals et voir des films, et éventuellement si vous êtes sélectionné là-bas, même si vous n'avez pas de prix, on va peut-être vous faire des propositions de passer dans des festivals plus spécialisés. Genre, ah, j'ai vu votre film là-bas, si vous voulez, vous pouvez postuler là-bas, éventuellement sans frais d'inscription. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner sur cette partie, c'est... choisissez votre stratégie. Est-ce que vous voulez partir sur des festivals très spécialisés et bien réfléchir à si vous visez les gros ou les petits en premier? Moi, mon objectif, c'était la visibilité maximale, parce que, étant donné mes retours sur le film et l'état d'esprit dans lequel j'avais fait, je me suis dit qu'il allait faire une petite carrière, et c'est ce qu'il a fait en festival, et que je me suis dit, juste faut qu'il y ait un maximum de gens qui le voient, du coup je l'ai mis très rapidement sur YouTube. Et je l'ai mis très rapidement sur YouTube pour qu'il soit visible par tout le monde, mais parfois il y a certains festivals qui vous empêchent de le faire sur YouTube. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez poser à des gens peut-être plus pointus que moi, parce qu'il y a quand même une stratégie de diffusion. Et voilà, si je dois vous dire, peut-être ça peut valoir le coup de mettre quand même... un peu d'argent pour des gros festivals et des festivals très spécialisés, quoi. Si vous faites un festival, un film sur la mer, si vous faites un festival sur la montagne, sur un film queer, c'est bien de l'envoyer dans des festivals très spécialisés, même s'ils sont payés, parce que vous avez beaucoup plus de chances d'être pris. Genre, juste mathématiquement. Et puis, une fois que ça a quitté ce cycle des 2 ans de vie en compétition, votre film, il devient un peu éthéré. C'est-à-dire qu'il peut continuer à être dans des festivals, mais non en compétition. Et éventuellement, s'il n'appartient à personne d'autre que vous, il peut être aussi acheté par des chaînes télévision pour le diffuser. Il peut être mis dans des collections de courts-métrages qui peuvent avoir des sorties cinéma. Et il peut, c'est un truc que je connais pas trop, mais je sais qu'il y a aussi une grosse partie institutionnelle du film. C'est-à-dire que votre film peut être ajouté à des listes de, par exemple, l'avant-séance. C'est un programme français qui met des courts-métrages avant des longs-métrages dans des films d'art et d'essai. Je sais que les Gobelins et la Poudrière mettent beaucoup de leurs films là-bas. Vous allez voir un film sur la natation, tac, on va vous sortir ce film des Gobelins qui est trop bien sur la natation. Genre quand je suis allé voir Sur l'aveugle femme endormie, il y avait un festival, un court-métrage des Gobelins qui s'appelait Coffin, qui parlait des lotissements très étroits en Chine. Donc c'est un court-métrage thématique qui appartient, et ce genre de diffusion, ça peut vous permettre aussi d'avoir de la visibilité, de gagner de l'argent. Et il y a aussi, si vous êtes un film éducatif, ou didactique, ou documentaire, vous pouvez le proposer à des profs ou des associations pour que ça serve, quoi, directement à des enfants. Genre, c'est à vous de voir quel est votre objectif. Généralement, comme on est des professionnels, on sait en premier lieu de lui faire une carrière et de générer un peu d'argent avec. Et après, on peut essayer d'aller pour la gloire, on va dire. Et voilà, et puis après, avec ça, faut se mettre en chemin sur le film suivant. Voilà. Donc voilà, mon bilan, c'est que faire des films, c'est très bien.
Faites des films. Moi, j'aime bien voir des films, donc plus il y a de gens qui font des films, plus je suis content. J'espère que ça vous a donné quelques pistes là-dessus. J'ai presque pas parlé du scénario de mon film et de mes intentions. J'ai parlé de manière très distanciée, puisque maintenant, moi, c'est mon rapport que j'ai à mon film, où à un moment, il fallait que qu'il soit rationalisé, parce que sinon, émotionnellement, ça pouvait devenir dur de voir son film qui se détourne de la vision originale, ou qui doit être fabriqué plus rapidement, ou moins bien que prévu. Mais en vrai, je suis très content de l'avoir fait, et voilà, mes personnages, je les aime toujours beaucoup. Je continue alors dans mon coin de leur écrire des histoires. J'espère que mon expérience est intéressante pour vous. Ne tombez pas dans les mêmes pièges que moi. On a tous des défauts différents, on se démotive tous à des moments différents, et c'est pour ça que c'est important d'en parler à votre entourage pro, mais aussi dans votre entourage pas pro, d'avoir des soutiens dans des moments de travaux durs. Et voilà, en tout cas, même si c'était une expérience complexe pour moi, je suis vraiment très content de l'avoir fait. Et puis après, moi j'ai pas refait de film depuis, parce que depuis 1 an et demi, je suis dans le milieu professionnel, j'ai trouvé du boulot dans le décor, mais maintenant que j'ai mon intermittence, je suis en train de réfléchir très sérieusement à refaire des créations et rentrer là-dedans. Voilà. Bon, bah, je suis content que ça vous ait plu. Merci beaucoup pour tous vos encouragements. Ça me fait très plaisir. Ça me fait vraiment très plaisir. Passez une très bonne soirée. Des bisous Twitch. Ciao, ciao.